3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Christian Parizeau est avec nous ce soir, chef économiste d'Orel BGC. Bonsoir Christian. Bonsoir. Bienvenue. Sébastien Paris-Sorvitz nous accompagne également, stratégiste de la Banque Postale Asset Management. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à Benoît Vesco de nous accompagner également. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Directeur des investissements de Mescart Asset Management. Après Tariffman, c'était Donald Trump. Voilà donc Taxman, Joe Biden. Qui avance ses pions sur le front de la fiscalité. Alors c'est le pendant évidemment de tous les plans de stimulus, de relance qui sont annoncés en un temps record quand même depuis le début du mandat de Joe Biden. Benoît, on parle évidemment remontée du taux d'imposition des entreprises, on parle de taxation des plus fortunés avec notamment une remontée assez forte visiblement prévue ou en tout cas possible de la taxation des gains en capital pour une frange restreinte de la population, mais c'est quand même un signal fort. Comment vous regardez toutes ces annonces? Est-ce qu'on parle de, je sais pas, d'un nouveau paradigme fiscal, grande lutte fiscale devant nous et quel type d'impact est-ce qu'on peut imaginer pour les marchés, pour les investisseurs, pour les entreprises? Oui, alors effectivement, à court terme, on l'a vu sur l'annonce, ça n'a pas plu au marché. Il faut regarder, il y a deux éléments. Hein. Il y a la taxation des ménages. Bon, elle est limitée en nombre de ménages. Ça, c'est un premier point. Et on est dans une configuration où le taux d'épargne et les liquidités sont massives. Est-ce que ça va emporter la consommation des ménages? Difficile d'y croire. Donc l'impact, il est assez limité et l'effet est plutôt politique. Ça, c'est le premier point. Du côté des entreprises, effectivement, il y a une hausse du taux d'épargne. En fait, on n'annule pas complètement l'effet Trump. Hein, déjà, premier point. Hausse du taux d'imposition pour les entreprises, oui, bien sûr. On n'annule pas le c'est vrai. Trump. On était à 35 avant Trump. Oui, c'est ça. On n'est pas encore au niveau d'Obama. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour les entreprises, c'est clair. Mais ce n'est pas non plus une nouvelle qui remet en cause la rentabilité des entreprises. Donc là encore, dans un contexte où le plan de relance est massif, aux États-Unis, on pourrait y revenir. Je pense que c'est des effets d'annonce très importants, politiques, mais qui ne remettent pas en cause la marche des entreprises et surtout les perspectives qui sont pour nous très sympathiques sur les marchés actions. Est-ce que ça préfigure, parce que c'est les États-Unis, mais n'oublions pas le Royaume-Uni aussi, qui projette d'augmenter ses taxes. Est-ce que ça préfigure ce qui va se passer à un moment en Europe, en France, au regard des montants qui ont été déployés? Il va quand même falloir trouver peut-être de nouvelles sources de revenus, ou en tout cas des alternatives à l'endettement permanent. Je ne sais pas, chez les clients de Mescart, dans la partie gestion privée, est-ce que déjà en termes de fiscalité anticipée, est-ce qu'il y a déjà des questions qui se posent ou pas, Benoît? Chez les clients, il y a des questions qui se posent toujours. Et la hausse de l'endettement des États, elle a amené des questions naturelles et c'était très compréhensible. Après, ce qu'il faut regarder aussi, c'est que les marges de manœuvre, et notamment en France, mais pas que, ne sont pas du tout du même niveau qu'aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons de manière générale. On est sur des niveaux de d'imposition qui sont extrêmes. Alors en France en particulier, il est très difficile on ne pourra pas remonter de manière incroyable. Vous pensez que ça nous empêcherait en France d'aller au-delà des niveaux actuels de taxation? Même si on a des réflexes en France parfois où on aime bien trouver une solution avec une nouvelle taxe, on aura des limites naturelles au niveau d'imposition de toute façon en France. Bon, ces questions de taxation, de fiscalité emmenées par le monde anglo-saxon, ça aussi c'est quand même intéressant. Christian, Sébastien, qu'est-ce que ça vous inspire? Et alors, il y a l'impact économique peut-être sur la croissance, les investissements, l'impact de marché également. Comment vous évaluez la situation, Christian? Je dirais que c'est pas les annonces de Biden, même. Alors on verra ce qu'il va vraiment annoncer en termes de taxation sur les ménages, mais franchement c'est rien du tout. C'est à mettre en face du plan pour les familles, pour l'enfance et l'éducation. Alors on va dire qu'il justifie, vous voyez, je finance. Mais sur le fond, ils financent rien du tout. C'est pas. Si c'était si simple de taxer les riches pour financer tous les problèmes de déséquilibre, c'est pas si simple. Il n'y a pas assez de riches. C'est ça le problème. Il nous faudrait beaucoup plus de riches à taxer. Bon, pour être honnête, les ordres de grandeur ne correspondront pas. Mais on voit qu'il y a quand même un souci maintenant de l'administration Biden, surtout après le premier plan qu'ils ont fait cette année, de justifier qu'on ne va pas creuser indéfiniment le déficit. Il y a quand même un aspect. Alors, est-ce pour rassurer le marché obligataire? Est-ce aussi pour rassurer sur la dynamique des finances publiques?
public. En tout cas, il y a une volonté quand même d'essayer de plus ou moins montrer qu'on fait pas tout par du déficit. Ça, c'est un point important quand même, de rester suffisamment crédible aux yeux de ceux qui vous prêtent de l'argent pour aujourd'hui et pour demain. C'est important parce qu'on voyait le marché obligataire américain qui commençait à pas mal suragir. Il y a un petit élément qui ne trompe pas, c'est quand vous avez les émissions du Trésor américain et que le marché regarde de très près jusqu'à quel point c'est sursouscrit. Toujours sursouscrit, je vous rassure. Mais quand on avait vu, une fois, on avait vu ce tôt baisser un petit peu, les taux longs avaient remonté très vite. Donc il y a quand même une sensibilité, il y a quand même une crainte qu'à un moment donné, on émette tellement que ça passe plus, quoi. Qu'on soit... on n'y est pas arrivé. Il y a toujours plus d'acheteurs que les émissions du Trésor. Il y avait quand même, je pense qu'il y a un peu un message aussi comme ça. Par contre, il y a un point qu'on ne parle pas assez, et moi qui est pour moi la vraie bombe à retardement, c'est le fait ce qu'ils veulent faire avec l'OCDE. Et ça, c'est un vrai élément et qui peut vraiment avoir un impact boursier. Et je pense que les marchés ne l'ont pas assez intégré. Ce qu'ils veulent faire avec l'OCDE, c'est vraiment tuer les paradis fiscaux. Et quand je dis tuer, c'est vraiment tuer. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous avez une taxe. Quand vous faites des profits à entreprises américaines, vous faites des profits à l'étranger. Et on va regarder votre taux moyen d'imposition de tous vos profits réalisés à l'étranger. Donc finalement, vous pouvez passer un accord avec l'Irlande et payer très peu du moment que le taux moyen, on regarde le taux moyen. Là, ce qu'ils vont faire, c'est que ce taux sera regardé au niveau de chaque pays. Donc pourquoi passer un accord avec l'Irlande? De toute façon, vous paierez le même taux, quel qu'il soit. Donc, c'est quand même un vrai avancé. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est qu'ils veulent taxer les grandes entreprises du numérique au niveau mondial. Et donc on répare. Et donc pas que les entreprises du numérique, enfin les grandes multinationales, dont les entreprises du numérique essentiellement. D'accord. C'est là où il y a le plus de possibilités de fraude parce que on fait apparaître le profit où on veut, on met le serveur où on veut, et ça c'est bien, c'est la seule solution pour les taxer. Mais par contre, ça va jouer énormément sur la profitabilité. Alors ça fait un effet marge d'escalier, forcément, parce qu'on est taxé d'un seul coup. Mais surtout, on voit que ça a été un moteur de croissance des profits. Alors il y avait une étude du FMI qui l'avait montré sur les 500 plus grandes entreprises mondiales. Alors c'est pas que du côté, il y a aussi du non-côté, mais sur les 500 premières entreprises, sur les 30 dernières années, la baisse des impôts sur les sociétés, qui a été continue dans tous les pays du monde, cette baisse expliquait 30% de la croissance des 500 premières entreprises du monde, de leurs profits. C'est l'optimisation fiscale, c'est la baisse du niveau de fiscalité qui a vraiment eu une incidence en termes de dynamique de profit. Alors maintenant, je vais vous dire, au pire, il n'y a plus cette dynamique. Mais ça peut être même encore pire que ça, c'est qu'avec une hausse des taux, de l'imposition, on pourrait même avoir véritablement un impact durable. Donc attention à l'effet marge d'escalier, mais aussi à la dynamique, puisque derrière la forte croissance des profitabilités, il y avait quand même cet aspect fiscal qui jouait. Sébastien, comment vous regardez là, ce schéma fiscal? Est-ce que c'est un nouveau schéma fiscal? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour une croissance mieux répartie? Est-ce que ça a des impacts quand même négatifs dont il faut avoir conscience? Le premier point, et je pense que c'est quand même le plus important, il y a une rupture totale sur la tendance et surtout ce qu'avait fait Trump. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Trump, il avait fait un cadeau non seulement aux riches, mais aux entreprises. C'est-à-dire que la réforme fiscale de Trump était quelque chose que fiscalement faisait pas sens. C'est-à-dire que c'était normal de réduire un taux très élevé qu'il y avait aux États-Unis. Il était nettement au-dessus de tous les autres pays de l'OCDE et on l'a ramené en dessous de la moyenne de l'OCDE. 35-21, c'était ça. Sans élargir la taxe d'imposition, c'est-à-dire avec le rêve que finalement il y aurait des hordes d'argent qui allaient revenir aux États-Unis et qu'au total, non seulement par la croissance, mais parce que l'argent revenait aux États-Unis, ça se payait tout seul. C'était la théorie. Évidemment, ça ne marche pas et ça n'a pas marché. Le déficit américain et la dette américaine a commencé à monter avant la crise et c'est grâce à Trump. Mais je pense que ça, c'est le premier, un changement de paradigme aujourd'hui et ce paradigme, il a plusieurs, est structuré de façon très claire. D'abord, c'est lutte contre les inégalités. On veut essayer de casser comme cet accroissement des inégalités qui crée de l'instabilité sociale un peu partout, y compris aux États-Unis. Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce que la taxe est suffisante ou pas? Mais en tout cas, c'est un changement de tendance. Et la deuxième, c'est l'État doit devenir plus fort aux États-Unis. Et ça, c'est un vrai changement pour les États-Unis. Maintenant, les conséquences sur le marché, elles sont complexes. C'est-à-dire que ce que tu disais sur cette approche globale de Yellen,
Hélène, qui a voulu, c'est quelque chose que la France a porté, d'autres pays l'ont porté, au niveau de l'OCDE, on doit taxer les GAFA, on doit taxer tous ceux où il y a un écart colossal entre ce qu'ils payent vraiment comme impôt et les taux d'impôt officiels qui existent. Et il faut lutter contre ça. Et évidemment, les Américains, Trump ne voulait pas. Aujourd'hui, ça change. Mais au-delà de ça, c'est vraiment cela. Quel impact sur les marchés? C'est plus complexe, c'est beaucoup plus complexe, parce que est-ce que les impôts battent la situation qu'on vit avec cette liquidité qui arrive sur les marchés. Donc, certes, les profits vont baisser mécaniquement, comme ils ont monté mécaniquement en 2018, mais donc il y aura un impact négatif, mais la dynamique de croissance, la dynamique dans le marché va pas forcément changer, c'est un one-off. Et à partir de là, est-ce que finalement ces entreprises vont s'appauvrir? Non, c'est pas le cas, ça va pas être le cas. En revanche, ça va créer effectivement de la turbulence sur les marchés. Il y a un changement de paradigme qui se passe partout, et à ceci, on pourrait étendre ça à ce qui se passe en ce moment aux États-Unis avec ce sommet du climat. Sur le climat, oui. Et parce que c'est une administration qui va se battre pour créer, disons le mot, une égalité dans le monde et aller vers une planète qui sera peut-être mieux. Est-ce qu'on va arriver? On est tellement en retard qu'on ne sait pas. Mais non, pour moi, c'est un vrai changement de paradigme. Et c'est vrai, quand on regarde les détails, la hausse d'impôts ne va pas être aussi forte, c'est certain, parce qu'il n'y a pas à les voir. Mais il y a un changement de paradigme. Maintenant, les élections font qu'on change. Donc peut-être ça ne va pas tenir. La glace va fondre aux prochaines élections. On notera quand même que le moment où les inégalités de salaire, notamment, ont commencé à se réduire aux États-Unis, c'est quand on est tombé à 3,5% de taux de chômage, Sébastien, si je ne dis pas de bêtises. Quand même, à partir de ce moment de quasi plein emploi qu'on a vu les catégories de travailleurs les plus pauvres, hispaniques ou autres, commencer à mieux gagner leur vie, pour dire les choses. C'est une dynamique dont il faut la défendre. C'est-à-dire que c'est bien que les plus pauvres s'enrichissent ou qu'ils gagnent un peu mieux leur vie. La distance à parcourir pour essayer de combler le gap, elle était énorme. Et de fait, ça n'a pas duré longtemps. Et on aurait pu dire que peut-être à 20 ans, si les choses étaient restées comme ça, on aurait attravé. Non, on a un problème d'inégalité qui sont creusées. Ce que tu disais sur rien que l'inégalité devant l'impôt, c'est insupportable, même pour une petite PME française qui paye l'impôt et de voir Apple qui paye moins qu'elle. C'est pas possible. Et donc, on a un problème. Comment le gérer? On ne sait pas comment le gérer. Mais l'idée évidemment, on veut créer des emplois, on a des entreprises compétitives, etc. Mais on a un problème. Juste pour te dire, Christian, on va peut-être avoir une hausse des bas salaires qu'on n'a jamais connus. Et tu sais, à cause de deux éléments. D'une part, parce que Amazon, Walmart, ils ont beaucoup monté les salaires minimums. Et les autres distributeurs, ils sont obligés de suivre. Et la distribution est en train de voir le salaire horaire augmenter très fortement. Et deuxième chose, c'est parce qu'on a mieux indemnisé le chômage. Et donc aujourd'hui, il faut faire revenir les gens au travail. Et donc il faut les payer au moins au même niveau que la bonification des assurances chômage. Voilà. Et donc ça va avoir plus d'effet à mon avis. Et donc pas besoin de salaire minimum alors. Pas besoin de salaire minimum. Pas besoin de remonter le salaire minimum. Ça va s'ajuster. Je sais que ça c'est des très court terme. Non, c'est très court terme. Parce que l'indemnisation chômage plus élevée, elle s'arrête maintenant. Septembre, je crois. Les bonifications s'arrêtent en septembre. C'est momentané, mais c'est pour dire que la réglementation, des fois, ça peut faire plus qu'un taux de chômage très bas. Ça met du temps à s'ajuster. Bon, vous évoquiez, Benoît, effectivement, la différence de niveau quand on parle de fiscalité entre ce qui se pratique aux États-Unis et ce qui se pratique en Europe. C'est intéressant de voir Jeff Bezos, d'ailleurs, qui soutient l'idée d'une taxation un peu plus élevée, notamment pour les patrimoines les plus fortunés. Et puis c'était Warren Buffett qui expliquait toujours que pour lui, c'était inconcevable. Il payait en proportion moins d'impôts que sa femme de ménage ou que sa secrétaire aux États-Unis. Ouais, vous avez raison. Alors la lutte contre l'inégalité, elle est nécessaire parce qu'on voit bien les tensions sociales qui existent et il faut absolument pour les gouvernements trouver des solutions. Alors, elle ne peut pas passer par l'appauvrissement des plus riches. Elle est sympathique politiquement, elle est facile à faire passer tout de suite. Ça coûte pas grand-chose. Voilà, c'est un premier message. Comme le disait Christian, il y a des sujets sur les salaires minimaux. Et le vrai sujet fondamental, c'est comment permettre aux plus pauvres d'accéder à plus de richesses. Il est compliqué celui-là, il est structurel et il prend du temps. Donc on passe d'abord par des annonces politiques. Elles sont sympathiques et tant mieux parce que ça montre une prise de conscience que ces sujets sociaux, si on ne les prend pas
dès maintenant, les gouvernements vont en pâtir et puis les pays vont en pâtir. On a déjà vu par le passé très récent ces thématiques-là et elles vont prendre de l'ampleur. On a la thématique environnementale, mais la thématique sociale, elle va prendre de l'ampleur. Donc, il y a une difficulté structurelle sur laquelle les gouvernements ont du mal pour le moment, calent encore. Et même les États-Unis, qui sont pourtant, de ce côté-là, ont probablement le plus d'outils pour les résoudre. On voit bien que ça cale un peu et qu'à court terme, il faut trouver des effets d'annonce. Et on les trouve, bon, tant mieux. On montre qu'on est sensible à ce sujet-là, mais il va falloir aller plus loin. C'est un peu la même idée de... Alors, parlons quand même un peu du climat, quand même, parce que c'est la grande réconciliation climatique, là, avec le retour des États-Unis à la table des négociations, des engagements qui sont évidemment considérablement durcis, 50% de réduction des gaz à effet de serre horizon 2030 pour les États-Unis par rapport au niveau 2005, c'est ce qui a été annoncé par l'administration Biden hier, et j'en passe. Les stylos chauffent, les engagements se multiplient, chacun cherche à être mieux disant, neutre carbone, horizon 2050. Il faut passer par cette phase. Déjà, que vous inspirent les objectifs politiques là, qui sont affichés, Benoît, et en tant qu'investisseur, qu'est-ce que vous dites ? Vous vous dites c'est un boulevard pour l'investisseur et pour l'investissement sur un cycle, une décennie peut-être plus. C'est un risque peut-être de marché aussi dans le sens risque de bulle peut-être, de bulle verte, de bulle écologique, je ne sais pas comment il faudrait l'appeler. Si, oui. Alors c'est très intéressant, et tout à l'heure on parlait de changement de paradigme, c'est exactement ça. Pour moi il y a deux sujets, il y a ce sujet sur le climat et le sujet de l'inflation, on y reviendra peut-être après, mais c'est ces deux sujets-là qui me semblent très importants. Alors on passe en quelques décennies, d'une croissance et d'économie basée sur les énergies fossiles, parce que quelque part l'énergie c'est la source de croissance primaire, de base. On passe d'une croissance basée sur des énergies fossiles à essayer de passer sur des énergies renouvelables. C'est très positif, c'est très cohérent. Il va falloir 10, 20, 30 ans pour y arriver. Il va falloir des investissements colossaux et des innovations technologiques. Donc c'est très positif pour la croissance parce que c'est une nouvelle thématique de croissance pour nous et c'est un nouveau sujet qui va nous porter sur les 10-20 prochaines années probablement. On passe d'une 10-15 dernières années où on voit bien, on parlait des GAFA, c'est les grandes réussites du cycle précédent. Mais on voit bien ce dont on parle maintenant, on parle de taxation des GAFA, on parle aussi de lutte contre les monopoles. Donc ce sujet-là, alors quand est-ce qu'il se grippe, très difficile de le dire, mais on voit bien que ce sujet-là est probablement derrière nous et qu'on passe probablement vers une nouvelle thématique de croissance qui nous intéresse beaucoup parce qu'elle va durer et qu'elle a un fondement qui est très positif et qui est très intéressant, qui est très sympathique parce qu'il est soutenable. C'est ça le sujet. Et sur le plan de l'investissement, l'idée, c'est d'aller chercher évidemment les technologies qui vont permettre demain de consommer moins d'énergie fossile. Est-ce que ça veut dire qu'il faut accompagner aussi des entreprises dans cette transition, ou est-ce que ça veut dire qu'au fur et à mesure, il y a toute une partie du marché coté ou non coté d'ailleurs qui deviendra ininvestissable pour de plus en plus d'investisseurs, sachant qu'il y a des règles qui vont être quand même mises en place, en tout cas un cadre réglementaire, taxonomie. Ça c'est vert, ça c'est pas vert, ça c'est gris. Alors, pour nous, il y a deux vecteurs d'investissement. Il y a ce qu'on appelle les entreprises solutions, celles qui vont être innovantes, qui vont inventer. C'est souvent plus facilement des plus petites entreprises du côté small et mid cap qui vont arriver avec des nouvelles solutions et qui vont, pour certaines, pas toutes, avoir un boulevard devant elles. Dans les années à venir. Donc ça, c'est le premier sujet qui est très intéressant, plutôt petite capitalisation, mais pas que. Et puis, comme vous le disiez, il y a les entreprises qui vont devoir se réinventer parce que pression réglementaire, parce que nouvelles normes, parce qu'on voit bien que sinon, le business model n'est plus tenable. Et puis, elles n'auront plus accès au financement. C'est quand même ce qui va se passer. C'est exactement ça. Et donc, elles vont devoir se réinventer. Et là, il faut être capable de discerner quelles sont celles qui changent suffisamment vite et qui sont quelque part les bons vecteurs de croissance des années à venir et celles qui sont dans des impasses et qui vont avoir des difficultés. Ça, c'est un travail qui est évidemment pas simple de tous les jours, mais qui nous amène à avoir des opportunités fantastiques sur les marchés. Bon. Sur les enjeux climatiques, on est en plein dedans là avec le sommet à la Maison-Blanche. On est tous d'accord que c'est une tendance de très long terme. C'est-à-dire que le premier constat, c'est du très long terme. Tout le monde a ses objectifs de 2030, 2050 pour le zéro carbone. Enfin, c'est du très long terme. 2030, c'est demain. Le problème, c'est que c'est demain. Et c'est de 50% les émissions. On est très en retard, Grégoire. C'est ça le problème. On est très en retard. Donc, même dans ce sommet, on voit bien que personne ne s'engage vraiment. C'est-à-dire qu'on donne des signaux et
là où il faut investir, la transition même des entreprises, la façon dont le public doit accompagner la transition et où nous, financiers, pouvons l'accompagner, cherchant des entreprises innovantes qui sont les acteurs du changement parce qu'elles apportent des solutions innovantes pour consommer moins de carbone, etc. Et puis il y a celles qui doivent changer leur comportement, essayer de s'orienter vers d'autres façons de produire, y compris l'énergie fossile. Vous regardez Total qui essaye de changer. Alors, comment se fait cette transition ? En fait, c'est très complexe et la finance est là pour les aider. Donc, jamais, je pense que de ma vie, j'ai vu autant de changements. En fait, la législation va beaucoup plus rapidement, les changements qui s'opèrent, que notre capacité à les assimiler, à les adapter dans notre offre et dans notre capacité à intégrer cela dans de la vraie performance. Nous, tout est vert dans ce qu'on fait le BPAM, et tout est vert, et notre exigence, c'est ça, c'est comment accompagner cette transition et l'exigence d'arriver un jour à une planète qu'on sauvera, mais pour l'instant, on n'y est pas du tout. Et le premier élément, le clé, c'est le prix du carbone. Le FMI, tout le monde l'écrit, et il n'y a pas un seul État. Donc on revient sur la question de la fiscalité. Et personne n'est capable aujourd'hui de le faire inventer. Il n'y a que les Canadiens. Les Canadiens qui ont dit, voilà, nous, on donne une trajectoire au prix du carbone, qui une taxe, du coup, c'est pas un marché comme ici. Mais c'est les seuls qui l'ont fait. Et les Américains, c'est compliqué. Quand vous avez le pétrole de schiste, c'est très compliqué, mais on a besoin des Américains et on a besoin surtout des Chinois. Et les Chinois veulent faire plein de choses. Et c'est compliqué, mais ils veulent le faire. Quelle réalité économique il y a derrière ? Construire des centrales à charbon. Christian, mais je donne aussi... Oui, c'est vrai. Non, mais elles font du problème. Juste les États-Unis, 2005-2019, ils ont baissé de 13% leurs émissions de gaz à effet de serre. Et donc là, on parle de baisser de 50% au moins, horizon 2030, par rapport au niveau de 2005. Pour donner montrer combien on n'est pas dans les clous jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais il y a un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que qu'on le veuille. Alors, je sais que tout le monde va dire c'est de la croissance en plus, mais en réalité, c'est avant tout un coût, parce que vous devez déclasser une partie du capital. C'est-à-dire que votre capital qui produisait, qui polluait, faut du jour au lendemain, vous dites, je le mets au rebut. Donc c'est pas neutre dans une entreprise. Faut vous investissiez. Alors vous allez me dire c'est super, c'est de la croissance, mais je vous rappelle qu'on sort quand même d'une crise Covid avec un endettement supplémentaire. On a mis un boulet supplémentaire aux entreprises d'endettement. Alors je sais, il y a des différences entre les grandes, les petites, les secteurs, mais globalement au niveau macroéconomique, ça s'est quand même traduit par un endettement supplémentaire des entreprises. Donc elles ont du cash en face quand même. Elles ont du cash, mais encore une fois, les grandes entreprises, attention, on parle vraiment là globalement. Donc c'est très difficile aujourd'hui de dire aux entreprises, vous allez accélérer le déclassement de votre matériel, vous allez investir massivement et vous allez encore plus vous endetter. Alors là-dessus, je veux bien, il y a des réponses. La BCE dit, on peut peut-être regarder, maintenir plus durablement les taux bas, encore plus bas, parce qu'on va se faire des objectifs. Donc on voit qu'il y a quand même un vrai problème derrière, parce qu'on voit que derrière ça, ça va être les États qui vont devoir financer une grande partie, parce que les entreprises n'ont pas forcément les moyens. Donc c'est de l'endettement supplémentaire des États. Donc derrière, quelque part, on voit comment on gère ce problème d'endettement. Et derrière, il y a quand même cet élément-là. Et puis derrière, moi je veux bien, on dit tout ce qu'on veut, mais c'est quand même moins de profit. Après, vous prenez ce que vous voulez. C'est moins de profit pour les entreprises. C'est aujourd'hui de mettre un objet. Jusqu'à maintenant, une entreprise, c'était simple, c'était maximiser son profit. Voilà. Aujourd'hui, on leur dit, c'est maximiser votre profit, mais on vous met une contrainte. Sous contrainte. De ci, sous contrainte de ça. Eh ben, vous faites n'importe quel modèle d'optimisation, plus vous mettez de contraintes, vous n'êtes pas au même optimum. Donc, il y a forcément un impact sur la profitabilité. Après, on peut l'accepter. Je ne dis pas que les investisseurs peuvent l'accepter. Mais le côté où c'est gagnant-gagnant, forte croissance dans le vert, profit des entreprises qui vont bien et tout va bien, c'est le meilleur des mondes, il y aura un coût. Bon, et les investisseurs demandent toujours 10-15% de retour sur equity. Ça n'a pas changé, j'ai l'impression. Je pense qu'il y aura des réveils qui seront durs là-dessus parce qu'il y a un coût économique, il y a un coût pour les ménages, il y a un coût pour les entreprises. Et pour l'instant, je pense qu'on trompe un peu tout le monde en disant il suffit de mettre des super chiffres, des objectifs. Et puis quand on va commencer à voir les coûts, quand on va commencer à voir qu'il y a des gens qui perdent du travail à cet endroit et qu'il faut recycler, qu'il faut former, que c'est un coût et qu'il faut les faire travailler dans d'autres secteurs, là, on va s'apercevoir que le plus dur
un challenge. Le plus dur est à venir. Il faut qu'on parte quand même d'objectifs. Et là, on va se dire, ah oui, il y a l'objectif, mais bon, il y a la fin de mois à faire. Et donc, à ce moment-là, on décalera dans le temps les objectifs. Sébastien, vous aviez un commentaire, puis on parle des marchés après. Hein. Très vite, il y a un terme très simple, c'est externalité. Et le problème, c'est que le climat, c'est une externalité. Ils ont les effets qu'on on a sur le climat est une externalité, et le prix de cette externalité, il n'est jamais dévoilé, on ne le sait pas. Et nous, on pense qu'il vaut zéro. Et donc, c'est Carnet, c'est un Marc Carnet, central, oui, Carnet, bien sûr, qui est celui qui a même écrit un bouquin récemment. Alors, évidemment, on peut adhérer ou pas à une vision un peu moralisante de l'économie. Il n'empêche que, du point de vue simplement économique, on doit se dire qu'il y a un prix. Il y a un coût énorme à ne rien faire. Ouais. Et ce coût, on peut dire qu'il est nul. Et où on peut dire, non, les gens vont valoriser ce prix. Et comme tu disais, peut-être les profits financiers, c'est-à-dire que, c'est pour ça qu'on parle d'analyse extra-financière, l'extra-financier est partout. Mais par extra-financier, on ne veut pas dire moins de profit. On veut dire un profit global, comment il va se partager, à ne pas subir un coût colossal. Et c'est comme ça qu'il faut apprendre les choses. Est-ce que le marché est prêt, comme disait Christian, à partager un profit qu'on ne voit pas et voir des vrais profits baisser? Et c'est vrai que c'est pas simple. Ce n'est pas quelque chose qui va être facile à traiter, mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Surtout que les efforts seront à long terme. C'est ça le gros problème. Et qu'on n'en verra pas sans doute les fruits. Mais bien sûr, Est-ce que moi je c'est ce que dit Marc Carnet. aujourd'hui à moins bien vivre pour ma génération future? Alors tout le monde va dire oui pour ses enfants, mais quand on va arriver en fin de mois, on verra ça sur la feuille de paye. Là, ça sera peut-être un discours différent. Parlons quand même un peu des marchés et des marchés du moment avant de regarder le long terme. Benoît Vesco, là, depuis le début du mois d'avril, on a le sentiment d'un changement de dynamique. Enfin, toutes les tendances assez fortes, marquées qu'on observait depuis 6 mois, depuis l'arrivée des vaccins, c'est-à-dire le trade cyclique, la value, l'Europe qui surperforme, les small caps aussi qui reprennent le leadership par rapport aux large caps, les taux qui remontent un peu en fonction des zones dans lesquelles on se trouve. Tout ça semble être au minima mis en pause, voire peut-être en train de se renverser. Comment vous regardez cette situation? Ou de se rééquilibrer en tout cas. On a eu ce fantastique mouvement qui évidemment qui est pas... On ne peut pas l'extrapoler. Quand on a depuis le début de l'année des indices à 2 chiffres pour la plupart des indices, c'est très sympathique et c'est tant mieux. Mais c'est bien cet effet de réaction face à toutes ces annonces qu'on a eues après crise et qui ont poussé tous les marchés, notamment dès l'annonce de ces vaccins, qui ont permis de renormaliser le marché puisqu'on avait des thématiques pendant crise très, très marquée et que tous les secteurs qui étaient un peu perdants devant cette crise ont pu rattraper enfin. Et donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. On sait que c'est pas extrapolable. On attendait un peu un moment de pause. Peut-être qu'on y arrive. Et ce serait plutôt sain pour les marchés de respirer un peu, de souffler un peu et de se réorganiser pour avoir probablement, selon nous, un portefeuille plus équilibré et des marchés plus équilibrés sur leur moteur. Le constat simple, c'est qu'au fur et à mesure que l'économie se réouvre, vous avez beaucoup plus d'homogénéité dans les gagnants. Tout à l'heure, on parlait des annonces de PMI, manufacturier, services. Ouais. On voit bien, il y a un rattrapage côté manufacturier et puis un côté service qui cale un peu. Voilà, il faut qu'on rééquilibre tout ça, et ce qui va permettre au marché de retrouver un nouveau cycle, un nouveau rythme de croissance qui sera plus faible. C'est probablement pas 10-12% par trimestre ou sur 4 mois, malheureusement. Mais c'est quand même de la croissance et c'est quand même des hausses des marchés haussiers parce qu'on fait face à des plans de relance, des soutiens monétaires d'une ampleur inédite qu'on n'a jamais vue et qui vont quand même pousser encore les marchés. Et c'est ce sujet-là qu'on doit avoir. Donc c'est quand même une nouvelle phase qui commence. Oui. On reste dans quelque chose d'haussier, vous êtes constructif, moyen terme, comme on dit, mais c'est quand même une nouvelle, comme vous dites, une réorganisation un peu du marché. Oui, on va anticiper ce retour à la normale qu'on attend tous avec impatience, qui va se matérialiser. Alors malheureusement en Europe, un peu après les autres grandes économies, mais qui doit se matérialiser
matérialiser, qui va se matérialiser aussi sur les marchés par des portefeuilles plus équilibrés, des thématiques plus équilibrées. Mais on voit bien ce qui s'est passé en Chine, qui était un peu en avance sur cette crise sanitaire, avec des marchés qui ont très vite monté, qui ont retracé rapidement à court terme, qui vont se caler. Alors attention, les plans de relance chinois sont peut-être un peu moins ambitieux. On voit bien. Non, il y a le plan américain pour la Chine. On a le plan américain qui, pour le monde entier en fait. Oui, c'est ça. C'est la bonne nouvelle. On a le plan américain qui va nous soutenir. On a le plan européen qui va quand même se mettre en place à un moment donné, un plan européen. Et donc on a quand même ces moteurs de relance qui sont fantastiques, mais qui vont être plus équilibrés maintenant. Et tant mieux. C'est une bonne chose. Premièrement, on réagit, et puis maintenant, on construit quelque chose de plus sain et de plus équilibré et d'une économie qui fonctionne enfin à nouveau. Et ça veut dire, juste pour être un peu concret sur les thématiques là, qui vont être, selon vous, peut-être plus mises en avant par les investisseurs, c'est quoi? C'est toujours dans l'idée de la réouverture? C'est des thématiques autour des services, loisirs, hôtellerie, les secteurs un peu emblématiques? Oui, de croissance, on va retrouver un peu de croissance, mais il ne faudra pas négliger les cycliques, parce que on est dans une phase de relance économique, donc il faut voir que ces secteurs-là vont en bénéficier. Donc on a quelque chose de beaucoup plus sain à notre sens et qui est moins tranché. C'était très tranché pendant la crise, c'était très tranché juste après l'annonce des vaccins. Ouais. Et maintenant, on revient dans une économie, dans un retour à la normale, et c'est une bonne chose. Bon. Commentaire de marché du moment, Sébastien? Comme on disait, la progression a été très rapide. Beaucoup d'indices étaient surachetés et ça y est, ça souffle. Ça souffle. Si, ça a un peu soufflé. Le problème, c'est que c'est le nouveau souffle. On a inventé le nouveau souffle. C'est des choses très rapides et ça corrige très vite parce que la liquidité. Une journée de baisse, c'est déjà une respiration. Voire des heures. Quelques heures de baisse, c'est une respiration. Et ça respire. Mais il n'empêche que c'est vrai qu'il faut souligner les dynamiques. Et je pense que le marché a bien fait le travail tout à coup de se rendre compte que finalement on sortait de cette crise et que les vaccins allaient nous aider, et on a eu le retour de la value qui a été très fort, et les bancaires ont explosé, ils ont en tous les cas monté, l'écart de valo est énorme encore avec les valeurs de croissance. Mais je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui il va falloir se diversifier davantage et pas avoir une monothématique qui va être celle qui est gagnante, et il faut aller sur tout ce qui va être lié à cette nouvelle économie verte, c'est celles qui vont être les moteurs de ceci, mais aussi les futurs GAFAM, quoi. Je ne sais pas si c'est des GAFAM, parce si ça donnera naissance à d'autres GAFAM. On les veut différentes parce qu'on ne veut les pas. On les veut pas aussi gros. On les veut pas aussi monopolistiques. Qui optimisent, etc. Mais on voit bien que là, il y a pas un boulevard, parce que c'est toujours difficile de choisir les bonnes entreprises. Il faut les trouver. Mais c'est ça qu'il faut jouer, avec toujours de la value qui va revenir. Les taux vont continuer à monter doucement, pas beaucoup peut-être, mais... D'accord, donc le petit retracement qu'on a vu sur les taux, c'est juste une pause. Le mouvement est encore à compléter. Et heureusement, je pense. Et heureusement. Maintenant, est-ce qu'on peut aller très haut avec ces politiques monétaires qui tiennent les taux réels? Peut-être pas, mais ils vont monter et ça va aider les banques, etc. Mais il faut être plus diversifié. Ça va chahuter un peu plus, c'est sûr. Christian, un commentaire de marché, puis un petit mot des résultats. Il nous reste quelques minutes. Je vais prendre juste un exemple. Justement, je vais faire un peu les deux. Ouais. Je vais prendre un exemple avec le secteur bancaire. C'est très intéressant. Alors, c'est plus le secteur bancaire américain, mais c'est des problématiques assez proches en Europe. On a eu une première phase où on a vendu les bancaires, crainte de chute de l'activité. Les ménages américains allaient se retrouver au chômage. Ils n'avaient pas payé leur crédit. Les bancaires qui nous annoncent des provisionnements énormes pour risque crédit. Leur modèle, en plus, explosé avec le taux de chômage. Phase 2, on réouvre l'économie. On a rejoué les bancaires, on s'est dit on réouvre l'économie, on va avoir une reprise économique. En plus, il y a eu plein de mesures des États qui ont été là, qui ont fait que les ménages ont continué de payer leurs dettes parce qu'ils ont eu quand même les plans Biden. Oui, il y a eu des moratoires aussi sur les loyers ou autres. Il y a pas eu des défauts qu'on a anticipés. Et donc, on a eu là les résultats. Et on s'aperçoit qu'en effet, les bancaires ont repris leurs provisions. Tout l'argent qu'ils avaient mis de côté, ils ont dit je les remets dans mes résultats de ce trimestre-ci. J'ai profité de la bonne orientation des marchés, donc j'ai explosé toutes les activités de marché. Bon, d'accord, ok. Donc on a rejoué finalement ces valeurs bancaires au bon moment. On a vu que le marché a rejoué ça. Et on voit qu'ils publient ces super résultats et le marché ne réagit pas. Donc, enfin, vous avez vu, les résultats étaient pas fait exploser. Des fois, 2 fois supérieurs aux attentes. Il y avait vraiment une brève. Il y avait des surprises. Pourquoi ? Quand on regarde après dans le détail, on s'aperçoit que la marge d'intérêt, elle est flat, voire en baisse encore. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un environnement, alors peut-être à tort, mais on voit que les taux ne remontent pas.
On voit qu'on est dans une courbe des taux qui ne bouge pas. On a une Fed qui nous dit toujours « je ne suis pas pressé de remonter les taux, je vais injecter des liquidités ». Donc ce qui fait la marge des entreprises. Et en plus, on a des ménages qui sont riches et qui ont l'idée de se désendetter. Alors ils ne veulent même plus faire de crédit. Alors en plus, ils ne font pas de crédit. Les taux sont bas. Il n'y a pas de marge. Est-ce que vous achetez les bancaires dans les 6 prochains mois ? Maintenant qu'ils ont repris leurs provisions, maintenant que tout est joué. Vous pouvez me dire « ah oui, mais l'économie, c'est super aux États-Unis, mais si je reste dans un environnement de taux bas, j'ai... » Les ménages qui ont tellement épargné, qui vont dépenser leur cash, ok, mais je ne vais pas sur les bancaires. Donc vous voyez qu'on n'est pas sur une logique par value. rapport à la situation qui prévalait avant la crise, finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il n'y a pas grand-chose à gagner sur les bancaires. Donc le marché va très très vite aujourd'hui se dire que c'est pas si blanc ou si noir, c'est pas value, valeur de croissance. Est-ce que je rachète encore un Apple aujourd'hui finalement ? Est-ce que je rachète le luxe ? Le luxe c'est hyper cher. Mais regardez les résultats qu'ils ont fait. Oui, ça n'arrête pas de monter quand même. C'est au plus haut historique. Elle a fait l'effet sablier sur la consommation. On a été sur le très haut de gamme et le low cost, parce que c'est la classe moyenne qui a souffert de cette crise. Donc du coup, en relatif, vous avez plein de Chinois qui ont eu plein d'épargne forcée, ils ont acheté du luxe. Dès qu'on les a déconfinés, le luxe ne peut pas baisser. Donc attention, on n'est pas dans des logiques sectorielles. On n'est vraiment pas dans des logiques, en tout cas, pas habituelles. Oui, je comprends. Cyclique, valeur défensive, grosse value. On est sur des choses beaucoup plus fines à faire. Et le marché aujourd'hui, il a joué, jusqu'à présent, à mon avis, il jouait la réouverture de l'économie. Mais ça, c'est acté, c'est bon, c'est fait. Alors peut-être à tort, peut-être trop vite, peu importe. Mais on va dire même l'Europe, d'ici 3 Donc maintenant, c'est la nouvelle normalité. On va chercher à jouer la marge d'escalier, la marge du rebond technique est faite. Maintenant, on s'intéresse à l'après. Et l'après qu'on commence à se poser, c'est quel est le rythme de croissance de l'économie américaine, européenne, une fois qu'on intègre les plans de relance, leur mise en place, et la vraie dynamique de l'économie derrière ça, avec les entreprises qui réouvriront, celles qui réouvriront pas, celles qui licencieront, celles qui licencieront pas. Et c'est là qu'est la vraie interrogation. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui le marché a une peur, c'est cet été. C'est pas maintenant. Quand vous regardez la courbe des VIX, c'est cet été qu'on presse le risque. Donc ça montre bien qu'on attend les chiffres de cet été après l'ouverture pour voir le vrai rythme de croissance de l'économie. Bon, c'est un peu ce que vous disiez, Benoît. Enfin, plus on approche de la réouverture complète, en fonction des zones sur lesquelles on investit, moins le marché sera dynamique, ou en tout cas plus les choses seront granulaires, fines. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la performance sur les marchés actions en particulier à voir, parce qu'on est dans un nouveau cycle de croissance, donc ça c'est une bonne chose. Elle sera plus modérée sur les indices que ce qu'on a vu, mais c'était normal, c'est logique. Et il faut être beaucoup plus diversifié sur ces portefeuilles. Ça, c'est évident. Après, dans les thématiques, on a vu la thématique de la croissance verte et qui nous semble très sympathique et très positive à jouer. Et il y a aussi, alors ce que j'appelle une thématique, c'est la thématique de l'inflation. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas un risque, c'est une thématique. Et ça va être un sujet aussi qui va animer les marchés dans les prochaines semaines et les prochains mois. On passe d'un monde, là encore une fois, changement de paradigme, on passe d'un monde où les banques centrales luttaient contre la déflation, et on avait coutume de dire que c'était le pire des risques pour les banques centrales, parce que quand on est à moins 0,5 sur les taux, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quand même ça, on atteint les limites des théories monétaires, et ça devient quand même problématique. On passe de ce monde-là à un monde où les banques centrales vont à nouveau lutter contre l'inflation. C'est à notre sens plutôt sain. Mais ça sera aussi une thématique d'investissement. Et là aussi, il va falloir faire des choix. Toutes les valeurs, encore une fois, toutes les valeurs, là aussi, ne sont pas gagnantes. Et c'est quoi alors le vecteur pour jouer l'inflation ou matières premières? C'est ça, par exemple, des secteurs plus classiques et plus traditionnels peuvent tirer leur épingle du jeu. Des actifs réels, quoi. Des secteurs en croissance, on parlait du luxe, quand on a un pricing power, quand on est leader, on peut aussi imprimer sa marque. Voilà, donc il y a aussi des gagnants là-dedans. Et là aussi, c'est ces sujets-là qu'il va falloir qu'on travaille dans les portefeuilles. Bon, je suis désolé, on n'ouvrira pas le débat sur l'inflation maintenant, mais on a parlé de la fiscalité et du climat et tout ça, ça va un peu ensemble quand même. Merci à vous trois, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Benoît Vesco, directeur des investissements de Mescart Asset Management, Sébastien Paris-Horvitz, stratégiste de la Banque Postale Asset Management, et Christian Parizeau, chef économiste d'Orel BGC, étaient nos invités.